Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Au Café Mirabelle, son restaurant salon de thé, la chef Marion Gotelet vous accueille comme à la maison, avec simplicité et générosité, dans cet espace qu'elle a créé à son image. Elle parle avec tellement de passion de son métier de pâtissière, une véritable vocation née dans le restaurant familial en Alsace, qu'on pourrait oublier les épreuves qui auraient bien pu la faire renoncer à ce métier qu'elle aime tant. Mais au contraire, elle a décidé de s'engager. Ces derniers mois, elle est devenue l'une des voix de cette génération qui veut mettre un coup d'arrêt aux violences en cuisine. Marion, c'est tout cela à la fois. Chef complète passée par de grandes maisons, jeune chef d'entreprise, pâtissière très créative et femme engagée. Et, bonus de cette interview, parler avec Marion fait l'effet d'un grand shoot d'énergie. Exactement ce dont on a besoin en ce moment, n'est-ce pas ? Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Marion Gotelet dans Girls in Food. Bonjour Marion Gotelet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Marion, j'ai 26 ans. Je suis restauratrice, plutôt côté cuisine. J'ai le Café Mirabelle à Paris depuis 3 ans et demi. Et voilà. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, pas pour tout le monde la même, parce que ma maman, elle aime pas cuisiner, et enfin, à part faire des soupes, mais elle a toujours aimé avoir des bons légumes de la ferme à la maison depuis qu'on est petite, avant qu'il y ait toutes les vagues sur le bio, etc. Elle était déjà très attentive à ça et à ce qu'on mange des vitamines, mais plus pour notre santé que pour le plaisir de manger. Et au contraire, mon père, il aime beaucoup cuisiner, et donc pour lui, ça avait une place un peu plus importante. Mais moi, j'ai toujours été très très gourmande. Quel était le plat du dimanche dans votre famille ? S'il y en avait un. Alors, on n'avait pas vraiment de plat du dimanche parce qu'en fait, quand on était plus jeune, le restaurant de mes parents était ouvert le week-end, sauf le samedi midi. Donc le samedi midi, c'était le seul jour où où mon papa était à la maison. Et du coup, il cuisinait toujours quelque chose de différent, toujours des légumes pour nous faire goûter des légumes. Genre des salsifis ou des trucs comme ça, que du coup, évidemment, ma sœur jumelle ne faisait aucun effort à manger, et chaque samedi midi se transformait un peu en drame culinaire. Et mon père avait passé la matinée en cuisine, et ma sœur, à l'époque, mangeait rien, donc pas un souvenir de plat en particulier, mais des bons souvenirs de mon père qui se donne du mal à essayer de nous faire goûter des choses qu'on connaît pas. Est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver enfant ? Donc j'ai toujours rêvé d'être cuisinière en fait. Et même je crois la pâtisserie ça m'a attirée tout de suite tout au début. Et en fait quand j'étais enfant, on était toujours côté salle avec ma sœur pour donner un coup de main au bar dans le restaurant de mes parents. Et quand j'ai eu 12-13 ans, mon père, il m'a collé de corvée quetch pendant la pleine saison des quetch en Alsace, et a dénoyauté beaucoup de quetch, et en fait, c'était la première fois que j'étais dans les backstage, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment pu observer les cuisiniers travailler, et j'ai eu comme un coup de foudre, quoi. Ouais. Un vrai déclic pour le métier, et je me suis dit, voilà, mais c'est ça que je veux faire, en fait, trop bien, c'est ça que je veux faire, et du coup, j'ai tout de suite décidé de faire l'école hôtelière, et j'ai eu la chance, en fait, d'évoluer dans le métier duquel je me suis passionnée. Donc, du coup, j'ai cette chance par rapport à plein de gens qui savaient pas ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, d'avoir quasiment toujours su ce que je voulais faire, quoi. C'est beau d'avoir une vocation comme ça, très jeune. Ouais, et puis surtout d'avoir jamais perdu la passion. Des fois, quand j'étais plus jeune, je me disais, si ça se trouve, il y a un moment donné où j'aimerais plus ce métier, où j'en aurais marre. Et en fait, je crois qu'au contraire, plus j'ai eu d'expérience, plus j'ai évolué, plus j'ai appris des choses, que ce soit techniquement ou sur le métier en général, sur la restauration en général.
Et plus je me suis passionnée et en fait la passion que j'ai pour ce métier, elle a jamais cessé de grandir, quoi. Et en dehors de cette corvée de quetch, quel a été votre tout premier job? Donc mon tout premier job, c'est mon grand-père qui avait un restaurant qui s'appelait La Michute dans le centre-ville de Strasbourg, à la Petite France, et qui m'a embauchée en cuisine après que j'ai forcé un petit peu la main. C'était avant de rentrer à l'école hôtelière. Donc c'était génial pour moi parce que ça a été une première expérience où je pouvais savoir dans quoi je m'embarquais, et du coup je suis arrivée à l'école hôtelière avec des certaines bases, même si c'était pas des bases immenses, mais au moins je me rappelle que le premier cours de cuisine à l'école hôtelière, on devait faire une macédoine de légumes et monder une tomate, et je savais ce que c'était de monder une tomate parce que je l'avais fait juste avant dans le restaurant, et du coup c'était trop bien parce que j'avais déjà mis un pied dans le métier, quoi. Donc on comprend que vous avez toujours baigné dans la gastronomie parce que votre famille avait des restaurants. Donc vous êtes, peut-être la 3e génération. Ouais, c'est ça, 3e génération. À travailler dans ce secteur. Mais 3e génération des deux côtés, du coup, parce que... D'accord, ça c'est encore moins commun. Ouais, parce que en fait, du côté de ma mère, mon grand-père, il a eu 3 restaurants, et ma grand-mère, ils se sont séparés avec ma grand-mère, et elle en a repris un... ils ont eu le premier ensemble, et ensuite elle a repris un restaurant aussi à elle toute seule, et lui il a eu 2 autres restaurants. Et du côté de mon père, mes grands-parents, ils étaient pâtissiers de métier, de formation. Ouais. Et ensuite, ils ont aussi eu un restaurant, donc de tous les côtés. Et vous étiez cernée. Ouais, j'étais cernée. Et ma mère, la pauvre, elle a jamais rien demandé, et elle a quand même toujours évolué dans la restauration. C'est un peu la pièce rapportée, en fait, de la famille qui s'est pas passionnée du tout par ça, qui s'est toujours dit qu'elle se marierait pas à un restaurateur, et finalement voilà. Mais bon, je crois qu'elle est très heureuse quand même. Et est-ce que vous pensez que votre région d'origine, donc l'Alsace, a joué un rôle dans cette vocation, parce qu'on sait qu'en Alsace, il y a un patrimoine gastronomique immense, il y a plein de grands pâtissiers, de grands chefs qui viennent d'Alsace. Est-ce que ça vous a influencé d'une manière ou d'une autre, ou... Alors, je pense que je me suis pas vraiment rendu compte quand j'étais plus jeune. On a un patrimoine et un terroir gastronomique en Alsace qui est très fort, mais surtout on a une vraie tradition de manger, en fait, d'aller au restaurant. On consomme beaucoup quand on va au restaurant. C'est toujours dans n'importe quel restaurant, que ce soit des restaurants traditionnels ou plus gastronomiques. Les clients vont consommer des boissons, des entrées, des plats, des desserts. C'est vraiment dans la culture alsacienne de bien manger, de bien boire. C'est même les gens qui mangent au restaurant très régulièrement ou qui ont peu de moyens pour manger au restaurant, ils vont quand même aller manger un plat du jour et prendre une bière et enfin voilà. Ouais. C'est dans notre culture de vraiment consacrer du temps au repas, consacrer du temps à aller au restaurant aussi, partager des repas en famille et tout ça, c'est vraiment, ça fait beaucoup partie de la culture, donc je me rendais pas vraiment compte de ça avant que j'arrive à Paris, et j'ai vraiment vu la différence de culture. Et après, c'est vrai qu'on a un terroir très riche, et je crois que moi, ce que j'aime beaucoup de la cuisine alsacienne, je trouve que c'est un peu une cuisine de produits assez pauvres à la base. On a beaucoup de spécialités qui sont à base de pommes de terre, à base de fromage blanc, à base de cochon. C'est des produits qui coûtent très peu cher, et en fait il y a énormément de spécialités alsaciennes qui tournent autour de ces produits-là, et on mange vraiment très bien avec des produits très simples, et ça c'est vrai que moi j'adore ça de mon terroir. Et après c'est vrai qu'on a un fief de pâtissiers alsaciens, c'est incroyable. Enfin, quand on pense à tous les noms des pâtissiers. Ouais. Et moi, je sais que j'ai mon idole absolue, c'est Claire Heidler depuis que je suis toute petite. Ouais. En fait, mon père, il avait fait sa première expérience après l'école hôtelière chez Lasserre. Ouais. À l'époque, il était parti à Paris avec son meilleur copain quand ils avaient 17 ans, et il avait travaillé chez Lasserre. Et donc, il me parlait de ça quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis intéressée à la serre. Et du coup, j'ai découvert Claire Heidler comme ça. Mais je devais avoir, je sais pas, 14 ans. Et en fait, je me suis vraiment passionnée par son travail. Je crois qu'il y a personne d'autre dans la pâtisserie
que j'admire comme elle, en fait, parce que je trouve qu'elle a toujours eu une pâtisserie hyper raffinée, une justesse sur les goûts, et même si je le goûte pas parce que j'étais jamais mangée chez la Serre et que voilà, mais ça se voit. On sent il y a un respect depuis toujours des produits, de la saisonnalité, de la qualité de ces produits, et c'est pas parce que maintenant c'est tendance, c'est exactement. Parce que ça a toujours été comme ça. D'accord avec vous. Elle a toujours pensé enfin c'est mon point de vue, mais elle a toujours pensé ces desserts comme quelque chose de rafraîchissant. Elle a jamais mis le dessert en centre du repas. Elle a toujours eu l'intelligence de comprendre qu'un dessert ça finit un repas, donc il faut que ça amène une touche de fraîcheur, et évidemment il faut finir en beauté, mais il faut pas alourdir tout le repas, surtout quand on mangeait chez la Serre et qu'on enfilait les plats. Et j'ai toujours eu une admiration, mais vraiment sans faille pour elle, et c'est je pense mon grand regret dans ma vie, c'est d'avoir jamais travaillé avec elle. Et vraiment il y a pas un autre chef où j'admire tout le travail de A à Z. Non, mais c'est chouette de l'entendre. Non, mais c'est vrai. Elle est déjà passée dans le podcast et... Oui, je sais. Et je pense c'est une femme exceptionnelle. En plus, je pense que c'est vraiment une personne super, et du coup, encore plus. Et encore en plus, elle est alsacienne. Que demander de plus? C'est ça. Donc Marion, quand vous avez commencé votre parcours en cuisine, donc d'ailleurs vous avez commencé en cuisine et pas en pâtisserie. Oui, enfin j'ai fait un peu de tout, quoi. J'ai fait le bac technologique hôtelier, donc on faisait service, cuisine et hébergement. Mais c'était super parce que du coup on avait aussi des cours de gestion hôtelière, on avait des cours de sciences appliquées à la restauration, donc c'était super parce que on apprenait vraiment la globalité du métier. Et à quel moment vous vous êtes spécialisée pour le coup en pâtisserie? En fait, j'ai toujours préféré la pâtisserie. Et du coup, la plupart du temps, dans les restaurants, quand j'avais des stages, j'essayais d'aller dans des restaurants, mais en pâtisserie. Et après, quand j'ai fini l'école, j'ai fait que de la pâtisserie de restaurant. Ouais, justement, pourquoi ce choix par rapport à la pâtisserie boutique, par exemple? Parce que j'adore le service, en fait. C'est le milieu de la restauration vraiment qui vous... Le milieu de la restauration, le coup de feu, le fait de dresser à l'assiette. Et en fait, en boutique, il y a des choses qu'on peut pas faire. On peut pas servir des choses chaudes. Non. On peut pas faire de cuisson minute. On peut pas... Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut pas faire. On peut pas faire de glace minute. On peut pas faire de dressage à l'assiette. Ce genre de choses. Et du coup... Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré la restauration. Et vous avez un parcours d'excellence, parce que vous êtes passé dans énormément de tables gastronomiques et étoilées. Comment se sont faites ces expériences? Comment vous avez choisi ces lieux? Est-ce que c'était des questions d'opportunité? Est-ce que vous vous êtes dit, à tel endroit, je vais absolument y aller? Comment ça s'est fait? Il y avait Landsbourg. Donc maintenant, le chef est à la Villa René Lalique, mais il y avait Landsbourg. Ça, c'était... vraiment une expérience que je voulais absolument faire. Je pense que j'avais vraiment harcelé le chef pâtissier pour qu'il me prenne. Et je regrette pas, au contraire, parce que c'était vraiment une expérience fabuleuse et j'ai appris plein de choses. Et en fait, c'est vrai que je m'étais tournée vraiment vers les étoilés parce que je pensais que j'allais apprendre plus techniquement et que j'allais avoir l'opportunité de voir plus de choses différentes auxquelles j'avais pas accès dans d'autres restaurants. Et puis... je pense que à cette époque-là, je sais pas si c'est une connerie, mais à cette époque-là, dans des restaurants traditionnels, on avait moins de desserts évolués, on avait des desserts traditionnels. Et parfois, il n'y a même pas de pâtissier. Ouais, parfois, il n'y a pas de pâtissier. Et en Alsace, on avait des restaurants gastronomiques ou des restaurants traditionnels. On avait un peu de semi-gastro, mais... c'est vrai que j'avais envie d'aller apprendre dans... Moi, il me semblait que c'était le mieux pour apprendre. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers ces établissements-là. Et vous avez, avant d'ouvrir le café Mirabelle, vous avez fait quand même un passage dans de la pâtisserie boutique chez Sébastien Godard. Oui. Comment ça s'est fait, cette... En fait, à un moment donné, quand j'ai travaillé chez Aymat et que j'étais chef pâtissière, je me rendais bien compte que
je me rappelle que je voulais faire du Kouign-Amann en dessert et que je me rendais compte que la viennoiserie, je maîtrisais pas du tout et j'en avais pas appris à l'école et que techniquement j'avais vraiment des lacunes sur pas mal de choses et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'aille travailler en boutique au moins une fois dans ma vie, un vrai poste pour apprendre la gestion aussi de la pâtisserie de boutique qui est une manière de travailler complètement différente. Ouais, absolument. Ouais. Et en fait, avant d'arriver à Paris, j'avais lu un article sur Sébastien Godard et je m'étais renseignée et je m'étais dit s'il y a une boutique que je veux faire en allant à Paris, ou c'est chez Sébastien Godard, et je voulais, mais vraiment c'était, je sais pas, j'avais eu quelque chose, un coup de cœur pour sa personne et pour son travail, et même si c'est quelque chose d'assez classique et on peut se dire quand on a fait des étoilés, on a envie de choses un peu originales, mais en fait moi j'ai adoré sa boutique, j'adorais tout ce qu'il faisait et je trouvais que techniquement pour apprendre c'était top. Et du coup quand j'ai quitté Heimat, je suis tout de suite allée me présenter chez Godard et j'avais de la chance, il me manquait une personne, donc j'ai toujours eu assez de chance quand même je trouve pour ça. Ensuite vous avez créé le Café Mirabelle, donc qui est votre restaurant salon de thé dans le 11e arrondissement. Est-ce que ça correspond à une envie d'indépendance depuis très longtemps ? Est-ce que c'est pareil une question d'opportunité ? Est-ce que vous vous êtes toujours dit qu'un jour vous alliez créer votre propre lieu ? Comment est né cet endroit ? Alors déjà, je crois que je me suis toujours dit... Alors, je me rappelle que quand j'avais 15-16 ans, j'avais fait pendant mes vacances scolaires un stage pas très long de 2 semaines dans un restaurant qui avait une étoile Michelin qui s'appelait La Cambuse à Strasbourg, et c'était une chef qui travaillait avec une seconde, donc elles étaient 2 filles en cuisine, donc déjà ça pour moi c'était très nouveau et exceptionnel. Et en fait elle avait une 20aine de couverts et elle faisait une cuisine superbe, et là c'est à ce moment-là quand je l'ai rencontrée que je me suis dit moi aussi un jour je veux mon restaurant, mais je veux quelque chose de cette taille-là en fait, je veux pas quelque chose de trop grand. Finalement j'ai pas du tout envie d'être je sais pas, chef pâtissière d'un palace ou quelque chose comme ça m'intéresse pas. J'adorais cette proximité qu'elle avait, le fait que elle puisse faire des choses superbes dans un endroit petit. D'ailleurs, elle avait obtenu une étoile, donc voilà. Et le fait qu'elle travaille en petite équipe et tout ça, moi, ça vous parlait tout ça ? Ça me parlait beaucoup, et à partir de ce moment-là, je me suis dit que un jour j'aurais ma boîte, mais je savais pas encore du tout ce que ça serait. Et puis après des rencontres dans ma vie, et puis l'aspect professionnel aussi, enfin le fait d'apprendre à faire et de la viennoiserie et de la pâtisserie de boutique et de la pâtisserie de restaurant, ça a en fait forgé un petit peu l'idée que j'avais de ce que je voulais faire comme restaurant. Et aujourd'hui, comment ça se passe au quotidien ? Parce que vous êtes donc toujours en cuisine, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, donc c'est 2 aspects complètement différents. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est la partie un peu difficile, c'est que il y a tout à gérer. Les problèmes, on les gère du coup toute seule. Et moi c'est super important pour moi d'être tout le temps en cuisine parce que c'est ce que j'aime faire, donc j'ai pas du tout envie de délaisser la cuisine, donc le reste je le fais un peu plutôt sur mon temps libre. Et c'est vrai que on va pas se mentir, la compta c'est pas une partie de plaisir. Mais bon, le côté positif d'avoir son plutôt que d'être juste chef, d'avoir son propre établissement, c'est que on a vraiment l'impression d'accueillir les gens chez nous. Ouais. Et c'est ça qui est, mais ça se ressent trop génial. Chez vous aussi. J'espère, c'est un peu le but, mais franchement c'est et puis du coup on peut vraiment prendre toutes les décisions et avoir je sais pas, le cadre d'un restaurant qui nous correspond aussi. Et nous on a plein, dans le restaurant on a des tableaux qu'il y avait dans le restaurant de mon grand-père, on a une photo de mon père, il y a... Et ça vous ressemble à 100%. Ouais, il y a un peu de bibelot alsacien comme ça, mais c'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment chez moi. Et du coup, le fait que ce soit ma propre entreprise,
C'est vraiment comme si j'accueillais les gens à la maison, quoi. Et ça, c'est vrai que ça, c'est super agréable. Mais après, c'est sûr que c'est difficile d'allier les deux, mais je suis super contente parce que c'est une expérience incroyable. Et en plus, j'étais assez jeune quand j'ai ouvert le café. Et en fait, j'avais rencontré Michele... je sais pas, 3 ans avant d'ouvrir le café, je crois. On a travaillé ensemble dans plusieurs endroits. Et après, il a ouvert Dilia. Mais quand il a ouvert Dilia, il parlait encore pas très bien français et tout ça. Et du coup, je m'étais occupée de tout le côté administratif. Et comme je l'avais fait pour lui, et que j'avais un peu galéré, et qu'en plus, il était un peu chiant avec toute la compta et tout. On espère qu'il écoutera l'interview. Ouais. Mais il est merveilleux, hein. Non, mais il était un peu, enfin voilà, un peu. Non, c'est pas il était pas chiant, mais il était en fait hyper exigeant, hyper stressé. Et moi aussi, hyper stressée de faire les choses correctement parce que la comptabilité, c'est pas notre métier, donc on avait hyper peur de mal faire les choses et tout ça. Et lui, vraiment, enfin, la paperasse, c'est vraiment pas son truc. Alors déjà, moi, c'est pas mon truc, mais alors lui, encore plus. Et du coup, je me suis vraiment occupée de toute sa compta pendant 1 an et demi. Et du coup, je me suis dit que si j'étais capable de le faire pour lui, je pouvais le faire pour moi. Ouais. C'est pour ça que j'ai ouvert. Ça vous a un peu aussi responsabilisé de ce point de vue-là. Ça m'a rassurée. Ouais. Parce que je m'étais dit, ben voilà, j'ai déjà fait une ouverture de restaurant avec lui. Donc maintenant, je sais faire. Donc ça m'a rassurée. Et c'est vrai que je pense que si j'avais pas eu cette expérience, j'aurais peut-être attendu un petit peu plus longtemps. Mais après, quand on est une femme et qu'on veut ouvrir son entreprise et qu'on veut s'y consacrer au moins 13 heures par jour, ben il y a un moment donné où on peut pas cumuler ça avec une vie de famille, donc c'est possible, mais très bien. C'est ça, et c'est admirable. Il y en a qui le font très bien, c'est pas facile. Mais moi, je me sentais absolument pas capable de le faire, donc je me suis dit, je sais même plus quel âge j'avais. Je me suis dit, voilà, j'ai 22 ans, soit je le fais maintenant, et au moins les 5-7 prochaines années de ma vie, je m'y consacre à 100%, et c'est mon premier bébé, mon premier enfant. Soit j'attends vraiment de voir fonder une famille et je le ferai beaucoup plus tard, mais je me sentais... Mais franchement, il y en a plein. J'ai une amie à Strasbourg qui a une pâtisserie et qui a un petit garçon et qui... Enfin voilà, elle gère très bien, elle est super et tout ça, mais moi je me sentais absolument incapable de le faire. Non, c'est vous à titre personnel, en fait, c'est ça vous correspondait pas. Ouais. Et si on parle un peu de la pâtisserie et de la cuisine d'ailleurs que vous proposez ici, je trouve que c'est assez... ça sort vraiment de l'ordinaire parce que vous proposez des viennoiseries maison, vous l'avez dit, mais aussi des pâtisseries qui sont vraiment très haute pâtisserie en fait. C'est pas des goûts convenus, c'est toujours, il y a toujours quelque chose d'original, c'est hyper soigné. Et je voulais savoir un peu comment vous définissiez votre carte, comment vous travaillez, comment vous faites évoluer au fil de l'année vos propositions. En fait, je m'éclate dans ce que je fais, donc c'est comme ça que la carte elle évolue. C'est parce que des fois il y a des gâteaux, ça fait 1 mois et demi qu'on les a en vitrine, ou 2 mois ou 2 mois et demi, je peux plus les voir en peinture et du coup on les change et des fois j'ai pas d'idée. Et donc, ça va me prendre quelques jours pour trouver une bonne idée. Et des fois, je sais pas, je pense à un truc et du coup, je me dis, on va essayer ça. Et de toute façon, nous, on est une petite équipe. Donc, dans tous les cas, si on veut changer régulièrement et faire des choses sympas, on n'a pas le temps de faire 3 semaines d'essai à l'avance et de refaire des tests de machin. Donc, on y va un peu en se disant... Vous avez une idée de ce que ça va donner en fait. Puis en se disant sur un malentendu ça peut passer et après on les lance en vitrine, on voit un peu ce que ça donne et si ça part, et puis et ce qui a amélioré on l'améliore et puis voilà. Mais on bosse un peu comme ça, on bosse beaucoup au feeling, beaucoup évidemment à la saisonnalité des produits. Donc c'est sûr que l'été on change plus souvent nos gâteaux qu'on a en vitrine parce qu'on a envie de travailler tous les fruits et on a envie de faire plein de choses avec ces fruits, donc on change plus souvent. L'hiver peut-être qu'on change un peu moins souvent, sauf que là comme on est en confinement et qu'on a un peu que ça à faire des gâteaux, on les change du coup super souvent parce que ça nous fait du bien aussi au moral. Et après je crois que comment on fonctionne, c'est qu'en fait on se bride pas, on s'interdit rien, on essaye ce qu'on a envie d'essayer. Et je crois que ça fait un moment que j'ai arrêté de me dire
oh là là, mais si je fais ça, enfin là on a un cheesecake à l'oriental, je me dis les gens ils doivent se dire qu'est-ce qu'une Alsacienne fait un gâteau au ras el hanout, mais en fait j'aime bien, c'est alors ça, c'est ça, on s'en fiche en fait. ouais, exactement. Et du coup je crois que je me suis arrêtée de me poser des questions comme ça, et je fais des trucs que je pense qu'ils vont être bons, enfin j'essaye quoi, et après, si ça nous plaît, on les laisse un peu. Si ça nous plaît pas, on les change direct. Ça arrive aussi. Et des fois, c'est des ratés. Mais là, pour moi, l'important, c'est quand même de pas faire des trucs expérimentaux. En fait, je pense que pour moi, le pire espèce de compliment qui serait, ça serait « Ah oui, c'est intéressant ». Enfin, on s'en fout que ce soit intéressant. Franchement, faut que ce soit bon, faut que ce soit gourmand. Si ça peut être original, c'est encore mieux, mais original, c'est pas intéressant, c'est pas du tout la même chose. Et alors, un dessert qui est intéressant, enfin, un peu enfer sur terre, quoi. Vraiment, bah, du coup, il y a plus de gourmandise, et du coup, l'essence même du dessert, c'est la gourmandise. Ouais, bien sûr. Même sur de la fraîcheur, même sur des desserts désucrés, c'est de la gourmandise. Ouais. Donc, si on nous dit, ah, vous avez essayé ça, c'est intéressant, si c'était juste pour essayer, fallait le faire à la maison, quoi. Donc, voilà. Et après, bah, justement, c'était le chef pâtissier de Landsbourg qui m'avait appris à un peu, appris la base d'une conception d'un dessert, c'est-à-dire un produit qu'on doit mettre en valeur, disons le produit principal du dessert, qui va être accompagné d'un produit d'un produit, de quelque chose qui va amener de la rondeur et qui va lier un peu le dessert. Et on va avoir la troisième partie, ça va être un exhausteur de goût. Donc ça va être soit un agrume, ça peut être du fruit de la passion, ça peut être des herbes aromatiques, ça peut être des épices, ça peut être plein de choses, mais c'est ce qui va relever un peu, donner du peps, donner du relief à la pâtisserie et au dessert. Et du coup, quand j'ai commencé à faire des desserts, je me disais tout le temps, alors qu'est-ce que c'est ton produit, qu'est-ce que c'est ton accompagnement, qu'est-ce que c'est ton exhausteur de goût. Et maintenant en fait ça se fait naturellement, ouais. Si je vois que c'est un peu plat, je vais pas le laisser pas laisser le dessert plat, et je vais tout de suite mettre un truc qui donne du peps, mais en fait ça m'a vachement aidé sur tous mes débuts à structurer et à pas se foirer en fait sur un équilibre, quoi. Ouais. Parce que si on respecte cette règle, en général on se foire pas. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans votre vie? Professionnelle. Professionnelle, ouais. Non, mais même professionnelle, on peut quand même dire que c'est Michele, parce que on s'est rencontrés, on travaillait ensemble chez Piège, et on est parti faire l'ouverture d'Aimat, et en fait Michele il a une sensibilité, je trouve, quand il cuisine. Déjà c'est lui qui m'a appris à vraiment travailler les herbes aromatiques en pâtisserie, parce que je les travaillais pas ou très peu avant, ou je sais pas, le basilic avec de la fraise et de l'abricot, bon d'accord, et puis de la menthe, sortir un peu des sentiers battus. Voilà. Ouais. C'est lui qui m'a appris à, je sais pas, à travailler du thym citron, à travailler de la coriandre, à travailler de l'estragon en dessert, à travailler plein d'herbes comme ça, de l'origan avec du chocolat, des choses comme ça. Donc il m'a aussi vachement poussée dans mes retranchements quand on était ensemble chez Aimat, parce que à chaque fois qu'il goûtait les desserts, il me disait oui c'est bien, mais ça manque il faut rajouter ça, il faut encore faire ceci en plus, ça manque de ça. Et sur le moment ça me saoulait, parce que je me disais il est jamais content, mais en fait il m'a vraiment poussée dans l'exigence du goût. Ouais. Et je crois que finalement ma pâtisserie aujourd'hui on peut dire qu'elle ressemble à sa cuisine, humblement, parce que j'ai beaucoup d'estime pour sa cuisine, mais en fait la manière dont il respecte le produit, la manière dont il travaille, mais tous les produits, que ce soit un légume, une viande ou un poisson ou n'importe quoi, ça m'a beaucoup inspirée, et ça m'a beaucoup appris. Et lui, ça a été une vraie rencontre. Et après, évidemment, quand j'étais plus jeune, Nicolas Multon, le chef pâtissier de Landsbourg, qui a été franchement une rencontre. Enfin, je m'en rappellerai toute ma vie. Encore aujourd'hui, enfin, j'ai énormément d'admiration. Je pense que j'atteindrai jamais son niveau technique et créatif et tout, quoi. Donc ça a été une vraie rencontre décisive pour la pâtisserie, technique.
Et après, d'un point de vue sensibilité dans la cuisine, c'était vraiment Michele qui a... C'est une belle déclaration. Oui, non, mais après... en toute objectivité, bien sûr. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Mais là, ça s'entend. Avant de passer à la deuxième partie de l'interview, est-ce qu'il y a des projets ou une actualité que vous souhaiteriez partager avec nous ? Alors des projets professionnels, ben là déjà la survie du Café Mirabelle, ça c'est un beau projet. Non, enfin pour l'instant on tient le coup et on est là, donc c'est cool, mais dans tous les cas j'avais pas envie de m'étendre, j'avais pas envie, je sais pas, de prendre un deuxième endroit ou quelque chose. J'étais très bien au café, mais avec tout ce qui se passe maintenant, encore plus consacré vraiment au Café Mirabelle et tout ça. Et en plus ça me va très bien. On a une super équipe, je suis hyper contente de bosser dans des petites équipes et tout ça, donc ça me va très bien. Après, en projet un peu à part du Café Mirabelle, on est sur un projet d'association pour faire de la prévention contre les violences en cuisine et faire de la prévention notamment dans les écoles hôtelières. Ah, c'est génial ça. Et du coup ça c'est un projet qui me tient vraiment très à cœur, qui est pas professionnel entre guillemets parce que c'est du bénévolat et que voilà. Ouais, mais quand même, enfin c'est un projet qui est vraiment très très important, qui commence à nous prendre du temps et on a envie aussi de créer une plateforme d'écoute disponible 24 heures sur 24 pour pouvoir réagir à tout moment et en cas de besoin en fait, et que n'importe quelle personne qui sort d'un service qui s'est mal passé ou qui a dérapé ou même pas trop dérapé mais qui puisse nous appeler et avoir des gens de la restauration qui peuvent comprendre, analyser aussi la situation et aider, et derrière si besoin rediriger vers des psychologues ou vers mais en tout cas faire une première accueillir en fait la parole. Ouais, en fait moi je me dis que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais plus jeune et ça me tient vraiment à cœur de monter ce projet là. Ah, c'est super, on suivra ça et on le relaiera pour autant que possible. On est sur le début mais on avance petit à petit. Du coup ça fait vraiment le lien avec la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Donc comme vous le disiez, vous connaissez malheureusement bien ce sujet des violences en cuisine. Vous vous êtes exprimé dans le journal Le Monde il y a quelques semaines pour partager votre expérience. C'est hyper courageux de votre part et je pense que ça fera date, et c'est la première pierre d'un édifice qui ne fait que commencer, mais c'est très important ce que vous avez fait. Je voulais savoir si il y a quelque chose que vous voulez ajouter ou partager à ce sujet. Alors l'article il est super bien fait. À rajouter, c'est que il faut pas qu'on lâche le mouvement, il faut pas qu'on laisse retomber le soufflet, et il faut qu'on en profite pour vraiment aujourd'hui faire bouger les choses et faire attention à ce que le monde de la restauration évolue, et qu'on profite du moment où on est tous en train d'en parler et en train un petit peu de lever l'omerta pour vraiment essayer d'avoir une rupture entre l'ancien monde de la restauration où on est traité comme des chiens, enfin je suis désolée pour le vocabulaire, mais où on ferme nos gueules et on dit rien et on se laisse faire et c'est pas normal. Et donc je pense qu'il faut... L'article il est très bien parce qu'il explique vraiment clairement ce qui se passe dans beaucoup d'endroits malheureusement, et aujourd'hui il faut plus que les jeunes se laissent faire comme nous on s'est laissé faire parce qu'on pensait que c'était normal et que c'était banal, et en fait non, c'est pas normal. Alors c'était assez banal mais c'était pas normal. Et est-ce que vous avez l'impression que depuis l'époque où vous étiez, c'est pas si lointain, mais où vous étiez vous apprenti, est-ce que les choses, la situation pour les femmes notamment a évolué un petit peu, ou pour vous il n'y a pas d'évolution, ou c'est quoi votre analyse par rapport à ça ? J'ai envie d'être optimiste et de me dire que les femmes elles vont avoir de plus en plus leur place dans les cuisines, et en fait il faut qu'elles l'intègrent, il faut qu'elles sachent qu'elles ont leur place. Moi, j'ai rencontré plein de femmes qui voulaient être dans des cuisines et qui l'ont pas fait parce qu'elles avaient peur de ce milieu trop masculin et trop
trop viril et trop difficile. Et en fait, il faut qu'aujourd'hui, elles prennent leur place. Et en fait, je pense que il faut qu'on se batte pour avoir nos places, mais il faut qu'on se batte au même titre que les garçons se battent quand ils veulent une place dans un restaurant, dans une cuisine. Il faut que nous, on se batte autant qu'eux, pas plus qu'eux. Et moi, j'ai toujours eu l'impression dans ma vie professionnelle d'avoir à me battre plus, pas toujours, mais quasiment toujours. Je comprends, ouais. J'ai toujours eu l'impression que je devais en faire plus, je devais prouver plus de choses parce que j'étais une femme. Et aujourd'hui, il faut qu'on nous laisse notre chance, comme aux hommes, parce qu'en plus, les femmes dans les cuisines, elles apportent beaucoup. Ouais, puis elles font aussi bien. Elles font tout aussi bien, hein. Ouais. Elles font tout aussi bien, voire des fois mieux. Mais je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de cuisine féminine ou de cuisine masculine. Non, pas du tout, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une sensibilité qui est propre à chacun, il y a une identité qui est propre à chacun. La cuisine que chaque cuisinier fait, elle est définie par son histoire personnelle, par sa carrière professionnelle, par ses expériences professionnelles et par sa sensibilité et son caractère. Donc il n'y a pas de différence entre la cuisine féminine et la cuisine masculine. On a tous et toutes quelque chose à apporter à une cuisine tant qu'on a une identité, en fait. Ouais. Non, c'est très bien de l'entendre, que ce soit rappelé. Est-ce que vous auriez un conseil pour une femme qui nous écouterait et qui souhaiterait elle aussi se lancer dans cette aventure de la cuisine, de la pâtisserie, qui souhaiterait marcher sur vos traces? Un conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut pas avoir peur et surtout il faut pas remettre en question le fait qu'on a notre place. Donc ça c'est très important. Faut pas se sentir illégitime. Et après, il faut se battre comme tout le monde, mais comme pour tout, hein. Quand on veut quelque chose dans la vie, il faut se battre pour l'avoir. Donc là c'est exactement pareil, mais il faut vraiment pas lâcher ses rêves. Il faut se donner les moyens d'y arriver aussi. Il faut s'investir personnellement et il y a aucune raison de pas y arriver, et on a toutes nos places dans n'importe quelle cuisine, que ce soit une cuisine traditionnelle ou semi-gastro ou gastro ou étoilée. On a nos places partout et mais c'est important d'en être consciente. Et moi je me rappelle le tout premier stage que j'ai fait, quand j'étais gamine, stage de troisième de découverte, c'était super. C'était dans un restaurant, dans une cuisine, et ça s'est super bien passé, et toute l'équipe était très sympa avec moi, mais c'était une équipe que de garçons, et à la fin, il y a un des cuisiniers qui m'a dit c'était chouette et tout, tu t'es vachement intéressé, tu t'es bien investi, t'étais super motivé, mais bon, tu sais que c'est quand même pas ta place ici, quoi. Et en fait, c'est vrai que du coup, moi j'ai un peu évolué toute ma vie en me disant que j'étais pas à ma place, et qu'il fallait que je me débrouille pour la prendre, cette place, parce que personne n'allait me la donner. Et en fait, je crois qu'il faut garder en tête qu'on a nos places. Donc quand une fille va entendre qu'elle a pas sa place, il faut juste qu'elle se dise que c'est pas vrai, et qu'elle a sa place, et que si elle se donne les moyens, elle peut très bien y arriver. Ouais. Et il y a plein de femmes qui arrivent très bien et qui sont devenues des grandes cuisinières, mais sans parler d'étoiles, mais qui sont des grandes cuisinières, et on a vraiment toute notre place. Pour finir sur ces sujets, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours? Ça peut être soit des femmes avec qui vous avez travaillé, mais ça peut être aussi des femmes qui vous inspirent. Moi je pense du coup tout de suite à Babette, de l'ancienne chef qui avait le restaurant qui s'appelait La Cambuse à Strasbourg, qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Puis je me rappelle, donc elle était toute seule à son poste chaud, et elle avait une dextérité, une précision. Alors j'étais jeune, mais je la regardais avec des étoiles dans les yeux, parce que je me disais waouh, elle est capable de le faire, moi aussi un jour je serai capable de le faire. Et donc il y a eu elle, et puis après Claire Heitzler, que j'ai toujours admirée. Mais dans mon parcours, ça s'est arrêté là, parce que c'est vrai que j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes, mais des hommes aussi qui m'ont inspirée ou qui m'ont poussée. Et je parle d'expériences un peu moins sympas comme cette première expérience, mais mon premier poste de chef pâtissière, j'avais 19 ans, et
Et mon meilleur copain qui était dans la restauration, je venais d'arriver au Sofitel en fait à Strasbourg, et il y avait un chef pâtissier en place et moi j'étais commis. Et 1 mois et demi après que je sois arrivée, le chef pâtissier est parti. Et je vais boire un verre avec mon meilleur ami qui est dans la restauration aussi et qui me dit mais je comprends pas, t'es 100% capable de prendre le poste de chef pâtissière, de faire une carte, donc fais une carte, propose-la à ton chef et tu verras. Et toute seule, je pense que j'aurais pas pensé à le faire. Il m'a poussé à le faire, donc je l'ai fait. Et en fait, je pensais me faire emballer parce que, comme dit, j'avais 19 ans et en fait, le chef Stéphane du Sofitel, il était hyper enthousiaste. Il m'a vachement poussée et il a toujours été, il m'a toujours épaulée. En fait, j'ai travaillé 1 an là-bas et il a toujours été d'un soutien immense. Il m'a jamais dévalorisée. Au contraire, il m'a toujours mise en avant et il a jamais douté de moi. Il avait beaucoup plus confiance en moi que ce que j'avais moi-même et ça m'a vachement portée. Donc on rencontre aussi des hommes dans ce métier qui sont c'est loin d'être c'est pas du tout une guerre contre les hommes. Non, pas du tout. C'est juste une demande d'égalité. Ouais, exactement. On va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food que vous souhaiteriez partager avec nous Alors avant, je disais un coup de cœur food récent, mais bon, maintenant, on sait plus trop où on en est. Ouais, c'est sûr. Avec la restauration, donc bon. Mais ça peut être un lieu, mais ça peut être aussi un événement ou quelque chose à emporter. Enfin voilà, n'hésitez pas. Le coup de cœur food que j'ai eu, c'était récemment quand on avait fait le festival Chef. Parce que j'ai découvert plein de chefs que je connaissais pas, qui étaient fabuleuses et hyper talentueuses. Donc ça a été un vrai coup de cœur. Et sinon, un coup de cœur food, ouais, ça pourrait être vraiment la cuisine de Chloé Charles qui me procure beaucoup d'émotions. Et c'est pas hyper récent parce que en fait, nous on travaille un peu ensemble parce que elle aime pas trop faire les desserts, donc donc elle me sous-traite un peu. Et en fait, du coup, c'est sur un événement que j'ai pu découvrir sa cuisine et goûter ce qu'elle faisait, et ça a été ça a été un vrai coup de cœur. Okay. S'il y a un plat qui devait résumer votre enfance, ce serait quoi? Ça serait le gâteau aux noix de ma grand-mère. Gâteau aux noix de mamie Yvette avec beaucoup de rhum dedans. Sinon il a pas le même goût. Non mais je sais parce que la première fois que je l'ai essayé, j'avais pas de rhum. Enfin, j'avais pas de rhum et je me suis dit bon c'est pas grave, ça va faire la même chose. Et en fait, ça a pas du tout fait la même chose. Et là, je me suis dit d'accord. Donc il y avait vraiment beaucoup de rhum dans ce gâteau. Et ça c'est vraiment donc c'est pas un plat, du coup c'est un dessert de mon enfance. Et puis ça serait aussi vraiment la tarte flambée quoi. La tarte flambée au Mirabelle. Ça chaque fois que j'en mange. On aimerait bien avoir les recettes. Ouais, la tarte flambée, il faut un four à tarte flambée pour la recette, donc je peux la donner, mais non, mais même le gâteau aux noix. Ah ouais, le gâteau aux noix, je pourrais la partager la recette. je l'ai, donc mais ça c'est les deux grands souvenirs, beaux souvenirs de mon enfance. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié? C'était assez bête, c'était pas bête, mais dans le sens, c'était assez simple, mais j'étais vraiment jeune parce que je pense que c'était les 70 ans de mon grand-père. Et aujourd'hui, il en a 86. Donc, je crois que vous aviez 10 ans, quoi. Ouais. Alors, c'était peut-être les 75 ans, mais je sais pas. Enfin, bref. Et on avait été dans un restaurant en Alsace qui s'appelait Le Parc à Aubernais. Et c'était un dessert aux fruits exotiques avec un sorbet à la coco, mais c'était en fait je crois que c'était la première fois que je goûtais un dessert assaisonné. C'est-à-dire travailler un peu avec des zestes de citron vert, avec un peu de fruits de la passion dessus, avec une vraie envie de fraîcheur, et ça m'avait marqué parce que je m'attendais pas à manger un dessert comme ça. Et de finir dans une fraîcheur comme ça. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué il y a longtemps, donc je pense qu'on pourrait dire ça. Oui. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Je déteste ce qui est amer. Tout ce qui est amer, en fait.
les gens amers. Non mais genre tout ce que les Italiens aiment en fait, genre la Trévise, les chicorées, les endives, ce genre de choses je déteste. Même le pamplemousse, j'adore le travailler parce que je trouve que c'est super, encore une fois dans une envie de fraîcheur, ça marche hyper bien. Mais donc à travailler c'est super, ça marche avec plein de choses, mais j'aime pas du tout l'amertume quoi. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? Les épices à pain d'épices pour faire du vin chaud, indispensable. Et quelle est votre recette fétiche quand vous cuisinez à la maison? À la maison, je cuisine pas beaucoup, donc j'aime bien faire un bon gratin dauphinois, ça fait le job, je trouve. Ça fait vraiment le job, avec beaucoup d'ail et beaucoup d'oignons dedans. Désolée pour les puritains, je crois qu'ils mettent pas d'ail ou pas d'oignons, je sais plus, mais ils n'écoutent pas. Mais moi je mets beaucoup d'ail et d'oignons et ça fait très bien le job, je trouve. Et en plus c'est pas très long à faire et surtout le temps que ça parte au four, c'est une bonne excuse pour ranger le linge ou ce genre de trucs. Donc... Et justement, quand vous êtes en cuisine, alors ça peut être chez vous, mais ça peut être au Café Mirabelle, est-ce qu'il y a une bande-son qui passe? Est-ce que vous écoutez de la musique, vous écoutez de la radio? Est-ce que... Ouais, on écoute tout le temps de la musique. Enfin, moi j'aime bien travailler en musique quand je suis toute seule le matin, je mets carrément des écouteurs et la musique dans les oreilles à fond. Mais quand on est tous ensemble, après on parle tous et tout ça, mais j'ai besoin d'un bruit de fond et j'aime bien. On a une playlist qui s'appelle Brunch at Mirabelle sur Spotify, spéciale dédicace. On est très bien. Créée par Messword, dont je ne suis pas peu fière, qui mélange beaucoup de choses, mais c'est une playlist assez sympa et donc on écoute ça, à part quand Ben en salle nous vole la playlist et que du coup on peut plus l'écouter, mais sinon c'est ça qu'on écoute en général, ou de la musique cubaine aussi. Ouais. Ça nous donne des envies de voyage. On en a besoin en ce moment. Ouais, c'est clair. Si vous deviez citer le resto de votre vie, s'il n'y en avait qu'un, ce serait lequel? Donc, du coup, là, en fait, je dois choisir entre le resto de mes parents ou le resto de mon amoureux. Donc, c'est ça. Ça devrait même être votre resto. Je vais déroger à cette question et je suis désolée de ne pas respecter le règlement. Mais il y aura sans doute aucun autant dans mon cœur la Steinmühl que Dilia. Est-ce qu'il y a un resto que vous avez très envie de découvrir? Vous n'êtes pas encore allé? Alors, on s'est promis depuis longtemps de faire le Clarence. J'avais failli aller y travailler sur l'ouverture et finalement ça s'était pas fait. Donc on s'était promis le Clarence. Et aussi, Michele, quand ça faisait, je sais pas, 3-4 mois qu'on était ensemble, il m'a dit, si on arrive à tenir 1 an ensemble, je t'emmène à la Tour d'Argent. Là, les 6 ans sont passés, j'ai jamais vu la couleur de la Tour d'Argent. Donc, celle-là, je me dis qu'à un moment donné, à un moment donné, il va falloir la faire, cette Tour d'Argent, quand même. Mais, non, le Clarence, c'est un truc et puis, moi, j'aimerais beaucoup, aller, à la Villa, René Lalique, revoir cette équipe merveilleuse avec le chef Jean-Georges Klein et chef pâtissier Nicolas Multon et j'avais dîné à Landsbourg après avoir été là-bas et j'aimerais beaucoup les voir dans leur nouveau leur nouveau, c'est plus si nouveau, mais Dernière question du podcast, qui est-ce que vous aimeriez entendre à ce micro? Et encore une fois, je déroge à la règle parce que mon cœur balance entre deux cuisines que j'admire et 2 cuisinières que j'admire. Et du coup, pas de sucré, hein, mais Manon Fleury, ancienne Mermoz, et puis Chloé Charles. Les 2, j'aimerais beaucoup. Elles sont très intéressantes. Elles ont des discours qui sont hyper importants sur des sujets différents, mais Chloé, elle a des vraies valeurs d'anti-gaspi depuis très longtemps et c'est vraiment pas pour se faire mousser, c'est vraiment une cuisinière qui adore se challenger à travailler tout ce qui se travaillerait pas. Et Manon, elle a une intelligence dans sa cuisine et pareil, une sensibilité que j'admire
Et puis elle est aussi très investie dans la place des femmes. Donc pour ces deux raisons-là, toutes les deux. Donc voilà, faites toutes les deux. Je prends note. Je les contacterai de votre part. Merci. Merci beaucoup Marion Goettler. Merci Aline. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Marion Goettler pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.